Bonjour à tous, bonsoir pardon. Merci beaucoup Clémence de jouer le jeu. Il y a toute l'équipe enfin une grande partie de l'équipe de 10 septembre d'être là avec nous ce soir. On a le plaisir d'adresser un thème qui est pas souvent, on va dire, en tout cas facilement compréhensible. Et pour avoir eu le plaisir d'interagir avec Clémence, c'est évidemment pour nous très important d'avoir quelqu'un qui va être capable de parler en langage fluide, compréhensif et adapté à notre univers d'innovation. Donc, merci beaucoup de te prêter au jeu, Clémence. Et ben voilà, on espère que ce sera une session intéressante pour tous ce soir en direct et évidemment en replay. Euh, très bonne session, Clémence. À toi, je sais pas comment on dit la scène, l'écran, comme tu veux. Oui, l'écran, parce que ça reste très digital ce soir. Oui, hélas. Merci de nous donner cette opportunité de présenter le CIR pour les projets de santé. On est ravis d'avoir cette chance voilà, de partager avec l'écosystème de l'Alliance. Donc, on a préparé une petite présentation. Hop. L'accompagnement des projets de recherche en santé via le CIR, pourquoi et comment. Donc, je vais commencer par vous présenter dans les grandes lignes le fonctionnement du cabinet 10 septembre où je travaille depuis bientôt 3 ans. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc le crédit impôt recherche, un dispositif parfois obscur comme comme l'a dit Julie. Je vais vous présenter les grands principes du CIR. Dans un second temps, comment est-ce qu'on le met en œuvre et quelles sont les conditions d'éligibilité au CIR. Et donc, comme on est dans le domaine de la santé, j'ai choisi spécifiquement des cas d'études dans le domaine de la santé et des exemples dans le domaine de la santé. J'ai choisi de parler aussi un petit peu des études cliniques. J'espère que vous trouverez un écho à tous ces exemples. Ensuite, dans un troisième temps, je vais vous expliquer le mode de calcul du CIR, puisque c'est bien un dispositif fiscal qui vous permet de calculer un montant sur la base de dépenses de recherche. Et puis, on fera un petit focus sur la sous-traitance de recherche qui arrive assez souvent dans les projets de santé. Et puis ensuite, on terminera par la description de la démarche d'accompagnement qui est nécessaire tout au long de l'utilisation du dispositif CIR. Et enfin, on finira en ouverture par d'autres dispositifs d'aide en faveur de l'innovation et de la R&D. Je pourrais les détailler un petit peu plus. C'est pas l'objet précis de notre échange aujourd'hui qui porte vraiment sur le CIR. Néanmoins, on travaille aussi sur ces autres dispositifs que donc je vous présenterai en fin de présentation. N'hésitez pas pendant l'échange, justement, si vous avez des questions précises sur la slide, à poser vos questions. Et puis, si vous avez des questions plus générales sur certains cas particuliers, on pourra les voir avec plaisir après la présentation. Je vais commencer. Le cabinet 10 septembre, il existe depuis 2010. On accompagne un très vaste type de structure. On va des startups aux groupes et aux ETI. On accompagne les entreprises principalement en France et on démarre également une activité d'accompagnement en Pologne où il y a un dispositif à peu près équivalent au CIR qui est mis en place. Et donc, on accompagne les entreprises dans des domaines très variés, l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture, l'agronomie et également la santé. On est situé plutôt dans le Grand Ouest. On a un bureau à côté de Nantes et un autre en Vendée, mais en fait, on est présent sur tout le territoire et donc les consultants ne sont pas cantonné au Grand Ouest. Pour ma part, j'accompagne des entreprises principalement à Paris, en Alsace et à Lille, par exemple. Donc, nous sommes mobiles.
Les particularités de 10 septembre, c'est que d'abord, on fait vraiment un travail d'équipe quand on accompagne les entreprises. Donc, il y aura l'ingénieur consultant qui va venir construire votre dossier, mais on ne travaille pas tout seul. On est toujours accompagné du responsable du développement et de la coordination de production. Ça veut dire, en fait, la coordination de production, c'est la personne qui va épauler l'ingénieur consultant pour constituer les dossiers, vérifier qu'on a toutes les pièces, effectuer des relectures sur les dossiers pour qu'ils soient complets et qu'ils répondent bien à toutes les demandes de l'administration. Et puis, le responsable du développement ou la responsable du développement, c'est en fait le commercial qui va s'assurer de votre satisfaction, que la mission elle est bien conduite. Donc, vous avez plusieurs interlocuteurs quand vous allez travailler avec 10 septembre. Donc, c'est une entreprise où il fait bon travailler. Donc, il y a très peu de turnover et donc, pour vous donner une idée, l'âge moyen est de 39 ans. Donc, moi, je suis un petit peu plus jeune, mais donc j'ai 7 ans d'ancienneté, d'expérience dans le financement de l'innovation. Si je peux rajouter une particularité chez 10 septembre, c'est que on va vraiment, il y a une attention qui est portée à l'originalité des sujets qui peuvent être traités par un même consultant. On ne va pas se cantonner à notre zone de confort. Donc, on va travailler chacun des sujets très vastes et très différents pour vraiment attiser notre curiosité et vraiment mettre toute notre énergie pour retranscrire le mieux possible un dossier et une activité. Donc, pour ma part, je ne suis pas du tout spécialiste de la santé, mais heureusement, je suis spécialiste du CIR. Donc, voilà, finalement, c'est plutôt tourné comme un avantage chez 10 septembre, puisque les dossiers qui peuvent être faits dans le financement de l'innovation sont lus en fait d'abord par des inspecteurs des impôts qui ont besoin que le dossier soit vulgarisé, qu'il y ait suffisamment de langage technique, mais que le dossier soit compréhensible et accessible à des personnes qui ne sont pas des spécialistes du métier dans un premier temps. Donc, d'où ce choix assumé chez 10 septembre. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez des questions spécifiques, techniques en santé, je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les principes du CIR? Donc, c'est un dispositif qui est fait pour véritablement booster la R&D et soulager le coût qui est supporté par les entreprises et le risque qu'elles portent lorsque les sociétés font des projets de recherche. Le dispositif, il est pas tout récent, hein, il date déjà de 83, mais il a été très largement facilité grâce à des évolutions fiscales à partir de 2008. Et donc, le CIR, il est aujourd'hui destiné à toutes les entreprises industrielles et commerciales qui sont redevables de l'impôt en France. Le CIR, sa particularité, c'est qu'il est de principe déclaratif. Ça veut dire qu'on le déclare a posteriori des dépenses. Et donc, c'est vraiment l'inverse de la plupart des dispositifs existants aujourd'hui. Par exemple, la BPI, l'Europe, la région ou le département. Aujourd'hui, les demandes d'aide, elles sont souvent faites lorsqu'on a des fonds propres, mais quand un projet n'a pas encore démarré ou alors qu'il est vraiment très, très amont. Le crédit impôt recherche, on n'a pas ce besoin-là. Il peut tout à fait être mis en place dans des projets qui ont déjà démarré. C'est là son avantage finalement. N'hésitez pas du coup à m'interrompre si vous avez des questions. Non, Clémence, tout le monde est très discipliné. Historiquement, les questions sont toujours à la fin. D'accord, ok. Donc, ne t'en fais pas. Très bien, c'est normal. Ok. Je vais continuer en vous expliquant comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre le CIR et quelles sont les conditions d'éligibilité. Donc, le crédit d'impôt recherche, comme son nom l'indique, c'est un crédit d'impôt. Donc, pour en déclarer, il faut être redevable de l'impôt. Donc, ça veut dire y être soumis, mais on peut avoir un impôt qui est nul. Quand l'entreprise en est à son démarrage, à son initiation,
ou pour une raison particulière, on peut avoir une année où l'impôt est de 0. Ça n'est pas un problème, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prétendre au CIR, puisqu'il y a deux façons en fait d'en bénéficier. Soit le crédit d'impôt calculé vient s'imputer sur votre impôt. Si vous avez un impôt de 100 et qu'on calcule 30 de CIR, on vient soustraire 100 moins 30, il vous reste 70 d'impôt à régler. Si jamais votre société elle a un impôt qui est nul et que vous êtes une PME, vous pouvez en fait obtenir la restitution immédiate du montant. C'est pour cette raison que le dispositif est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on va vous reverser le montant de CIR. Le mot immédiat est à prendre avec des pincettes. En fait, ça peut être un temps assez variable. Quand tout se passe très bien, ça peut être dans les 3 mois. Des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 9 mois. Tout dépend des conditions. On ne peut pas vraiment le prédire. Si jamais l'entreprise n'est pas PME, donc PME au sens communautaire, ça veut dire moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions au bilan, en fait, vous pouvez donc reporter cette créance de crédit d'impôt recherche pendant 3 exercices consécutifs. Vous ne pourrez pas avoir la restitution immédiate. Et si au bout de 3 exercices, vous avez toujours eu un impôt nul, seulement à partir de ce moment-là, vous aurez le remboursement du montant de crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'était plutôt pour la partie réalité du crédit d'impôt. Et ensuite, pour la partie nature des activités, en fait, pour déclarer du CIR, il faut bien évidemment avoir une activité de R&D. Donc, il y a des définitions officielles qui sont importantes de connaître. Donc, il y a 3 activités de R&D qui sont éligibles dans le dispositif. Ce sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Donc, je vous ai mis les définitions officielles et puis j'ai choisi des exemples issus du manuel de Frascati. Donc, c'est le manuel qui décrit la R&D et l'innovation de manière officielle dans les pays de l'OCDE. Donc, ce sont les 3 activités qu'on doit retrouver dans les entreprises avant même de se poser la question projet par projet pour déterminer si elles peuvent déclarer du CIR. Donc, la recherche fondamentale, en fait, c'est un domaine très général de sciences qui consiste à des travaux de recherche vraiment théoriques pour comment dire, acquérir des nouvelles connaissances. Mais c'est très général et c'est plutôt ce qu'on va trouver dans les grandes institutions publiques ou les très grands laboratoires. Donc, ce n'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises. Ensuite, on peut, je vous ai mis un exemple, par exemple, une nouvelle méthode de classification des séquences d'immunoglobulines, ça constitue une activité de recherche fondamentale. Ensuite, le deuxième la deuxième activité qu'on peut retrouver dans le CIR, c'est la recherche appliquée. Donc, ça va être tout projet qui a un objectif pratique qui est déterminé. Donc, ça va être en vue d'acquérir des connaissances dirigées vers un objectif. C'est un peu l'entonnoir qui se resserre et donc là, on a vraiment des objectifs déterminés. Par exemple, distinguer les anticorps associés à différentes pathologies. Là, il y a des pathologies qui sont prédéterminées, donc on peut considérer que c'est de la recherche appliquée. Et le dernier type de travail qu'on peut retrouver dans la R&D au sens du CIR, c'est ce qu'on retrouve vraiment le plus souvent dans les entreprises, c'est le développement expérimental. Et donc, ça consiste à tous les travaux qui permettent de produire des nouvelles connaissances et d'aboutir à un nouveau produit ou procédé. En fait, ça va être, par exemple, l'activité de développement d'un nouvel anticorps pour une pathologie spécifique et les essais cliniques qui vont s'en suivre pour vérifier que cet anticorps marche bien contre une pathologie donnée.
Et donc là, on a la notion d'essai clinique qui est présentée. En fait, les essais cliniques, c'est un projet de développement expérimental d'un nouveau médicament. Donc, si vous avez bien suivi, on va continuer sur les critères d'éligibilité à rencontrer dans un projet. Une fois qu'on sait qu'une entreprise elle a l'une de ces 3 activités de recherche, ensuite, on va s'intéresser à un projet en particulier et on va regarder si ce projet comporte un élément de nouveauté. Ça veut dire, est-ce qu'il permet d'acquérir de nouvelles connaissances? On va regarder si le projet, il comporte un élément créatif. Est-ce que c'est simplement reproduire un concept existant ou est-ce qu'il y a vraiment de la matière grise qui fonctionne pour voilà, proposer quelque chose de différent de l'existant? On cherche également à démontrer qu'on a un élément d'incertitude. En fait, ça veut dire que l'issue du projet n'est pas connue de manière anticipée. Ça veut dire que seule l'analyse des résultats permettra de prendre une décision dans le projet. On va également chercher à déterminer si le projet, on appelle ça systématique. Ça ne veut pas dire grand-chose présenté comme ça, mais en fait, ce qu'on doit montrer, c'est que le projet, les résultats issus du projet ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un véritable processus de R&D systématique. Ça veut dire que les travaux sont planifiés, on va consigner ces résultats, on va consigner son analyse et voilà, prendre des notes. Il y aura des justificatifs des travaux qui ont été effectués. Et le dernier critère qu'on doit rencontrer, c'est le caractère transférable ou reproductible. Ça veut dire que votre projet doit permettre de les connaissances accessibles doivent être réutilisables, soit en refaisant les travaux de la même façon, soit on peut les transférer à une autre application. Voilà. Et donc là, je vais m'intéresser plus spécifiquement au cas des études cliniques, des essais cliniques, pardon, donc qui recouvrent toute étude systématique d'un médicament chez l'homme. Dans une étude clinique, il y a, d'après le guide CIR, il y a 4 phases que vous connaissez certainement mieux que moi. Et donc, il est admis par principe que les phases 1 à 3 des essais cliniques sont quasiment systématiquement considérées comme de la R&D, ce qui semble évidemment assez clair puisqu'on va forcément rencontrer les critères de nouveauté, d'incertitude, de créativité. Attention, les phases précliniques ou les phases 4, elles ne sont pas notées dans le guide CIR comme de la R&D. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais les inclure. Ça veut peut-être dire que l'administration va être attentive si on déclare des dossiers à cette partie-là des projets. Mais en tout cas, en aucun cas, ça veut dire qu'on ne peut pas valoriser ces temps-là. Il faut bien vérifier que les critères sont toujours remplis pendant ces phases. Donc après ce cas pratique sur les essais cliniques, je vais vous expliquer comment on calcule le CIR. Donc chez 10 septembre, on a plein d'outils pour faire ce calcul. Donc pour déterminer le montant auquel on prétend dans le CIR, on va tout d'abord comptabiliser les dépenses de personnel. C'est le principal poste qu'on retrouve dans le CIR. En fait, on va regarder les équipes qui ont travaillé sur le projet, le temps que ces équipes ont passé, et on va faire donc le calcul en gros de la masse salariale consacrée au projet de recherche. J'ai bien indiqué le personnel technique puisqu'il y a des conditions pour valoriser des personnes dans le CIR. Ça veut dire qu'on ne peut pas intégrer nécessairement toutes les équipes qui contribuent au projet. Il y a certaines exigences de l'administration. Il faut par exemple qu'on trouve un chercheur dans l'équipe du projet.
Alors, un chercheur, au sens du CIR, ce n'est pas un chercheur dans la vie réelle. Ce n'est pas forcément un docteur dans un domaine précis. Ça veut dire un chercheur dans le CIR, quelqu'un qui est apte à conduire un projet de recherche, apte à faire l'analyse, diriger des travaux, piloter des expériences. Donc, c'est moins restrictif que ça en a l'air. Les chercheurs, généralement, ce sont des personnes qui ont le statut cadre et qui sont Bac+5. Néanmoins, il y a certaines subtilités. On peut être, par exemple, cadre reconnu ingénieur dans la structure dans laquelle on travaille. On peut avoir acquis les compétences en interne. Donc, voilà, tout ce qui est qualification du personnel s'étudie vraiment au cas par cas. Et voilà, tant qu'on peut démontrer que la personne elle a des compétences scientifiques et techniques dans le domaine du projet, elle peut, sous certaines conditions, bien être valorisée. On valorise également les techniciens de recherche. Là aussi, technicien, ça ne veut pas dire quelqu'un qui sort de DUT ou de BTS. Ça veut dire la personne qui va être un soutien essentiel dans le projet de recherche. Ça veut dire quelqu'un qui va effectuer les tests, les mesures, bancariser les résultats et qui, du coup, ces résultats seront essentiels à la prise de décision, à la réflexion. Donc, un technicien de recherche peut être quelqu'un qui a un bac professionnel ou, enfin, peu importe ses qualifications, tant qu'on peut justifier de sa contribution essentielle à un projet de recherche. Voilà ce que je peux vous dire sur le principal poste de dépense. Donc ensuite, on va venir calculer le coût de chaque personne individuellement dans les projets. Et on peut intégrer également les dotations aux amortissements. Les dotations, en fait, c'est l'amortissement qui est pratiqué sur les équipements qui sont utilisés dans la recherche. Ça va être les ordinateurs, les microscopes, les gros équipements, tout ce qui est amorti. Ça veut dire tout ce qui est consommable n'est pas valorisé dans le CIR. Les pipettes, la matière première pour les tests, ça ne peut pas être valorisé. Mais en tout cas, tout ce qui est gros équipement peut être intégré au prorata d'utilisation R&D. Ça veut dire que si on a une utilisation mixte R&D et puis travaux génériques, on peut intégrer seulement la partie, le prorata pour la R&D. À partir de ces dépenses de personnel et d'amortissement, on a les frais de fonctionnement qui s'appliquent automatiquement. Donc, les frais de fonctionnement, ça reprend 43% des frais de personnel et 75% des dotations aux amortissements. Donc, j'ai fait un petit calcul pour vous expliquer ce que ça pourrait donner. Si on a 100 de dépenses de personnel et 100 de dépenses d'amortissement, ça nous fait un total avec les frais de fonctionnement de 318. En fait, on vient faire fois 0,43 de dépenses de personnel et fois 0,75 de dotation aux amortissements, ce qui fait que les frais de fonctionnement viennent rehausser les dépenses qui sont calculées pour un projet de recherche. Et donc, ces frais de fonctionnement sont supposés permettre de valoriser tout ce qui va être consommable, par exemple, et le personnel de soutien. Donc, le personnel administratif, parfois la communication, des personnes qu'on n'intégrerait pas naturellement pour un projet de recherche. Ensuite, on a la propriété intellectuelle, qui est un bel indicateur de R&D. Si vous avez des études de brevetabilité, des annuités pour défendre vos brevets, ça constitue un super indicateur de recherche pour vos projets. Ça n'est pas le seul indicateur, ce n'est pas parce que vous avez déposé un brevet que tout ce que vous avez fait est éligible au CIR. Il faudra bien vérifier qu'on répond à chaque critère. Néanmoins, en cas de contrôle avec l'administration, c'est toujours intéressant de montrer qu'on a pu breveter une invention. Ensuite, on a le poste de dépenses de veille technologique. Donc ça porte sur tout ce qui va vous faire émerger des nouvelles thématiques de recherche.
Ça veut dire des ouvrages, des revues scientifiques, la participation à des congrès ou à des salons. C'est en fait l'un des postes de dépenses qui n'est pas forcément le plus élevé, d'autant qu'il est plafonné à 60 000 euros. Mais voilà, c'est important d'y penser puisque voilà, c'est aussi un indicateur. Montrer que vous participez à des congrès, ça veut dire que vous participez à mettre à jour vos connaissances avec vos pairs, les spécialistes du domaine, et c'est donc plutôt positif vis-à-vis de la recherche. La normalisation, alors c'est un poste qu'on rencontre très peu. En fait, ça va être tout ce qui est le temps passé pour établir des nouvelles normes avec des organismes certificateurs. En gros, en France, ce sera ISO ou AFNOR. Et donc, tous les temps passés dans les réunions de normalisation pour les futures normes, hein. Ce n'est pas pour acquérir une norme, être certifié avec une norme existante. Donc, tout ce qui est future norme peut constituer une dépense dans le CIR, et ça constitue également un bel indicateur puisque ça veut dire que vous êtes à la pointe de la connaissance dans un domaine et que c'est vous qui allez contribuer à établir la norme dans votre domaine. Donc, si vous faites de la normalisation, pensez à bien garder les PV d'assemblée, de contribution aux réunions. Enfin, le dernier poste, c'est la sous-traitance de R&D. On va faire un petit focus juste après. En tout cas, donc tout ce qui est sous-traitance d'une opération essentielle à un projet de recherche peut être éligible au CIR sous certaines conditions. On va voir juste après. La somme de ces dépenses nous donne donc un total, et on va déduire dans ce total tout ce qui va être aide qui porte sur les mêmes dépenses. En fait, l'État ne peut pas financer 2 fois un même euro. Donc, si jamais vous avez eu des aides de BPI, de l'Europe ou de la région, on va venir regarder les conventions d'aide pour être bien certain que on ne cumule pas 2 fois une aide sur une même dépense. Néanmoins, c'est toujours intéressant de bénéficier de plusieurs dispositifs et c'est tout à fait faisable. La plupart du temps, les aides, elles peuvent porter sur des consommables, du personnel de soutien, des choses qu'on ne met pas nous dans le CIR. Donc, on peut tout à fait cumuler sur différents postes d'un même projet et le CIR et des dispositifs d'aide. Et on doit déduire également les honoraires de conseil, donc tout ce qui sera facturé à 10 septembre est déduit du mode de calcul puisque c'est comme ça que le calcul doit être fait. La somme de toutes les dépenses est donc, si vous avez 100 de dépenses de recherche, on y applique le ratio 30%. Donc, ça donne 30 de CIR. Voilà. Donc, ensuite, un petit focus sur la sous-traitance. En fait, c'est très fréquent, j'ai remarqué ça notamment dans le domaine de la santé, qu'on fasse appel à de la sous-traitance, puisque notamment en santé, ça fait appel à les projets font appel à beaucoup de savoirs qui sont parfois pas forcément détenus dans une seule et même structure, et donc on peut avoir besoin de faire appel à d'autres sociétés pour certaines questions, certains tests d'un projet. Donc, si vous avez recours à de la sous-traitance pour une partie ou une opération d'un de vos projets, il faut s'assurer de 2 choses. Que la société soit située dans l'espace économique européen et que vous ayez un contrat clair de collaboration de recherche et des facturations. Donc, le contrat doit permettre de déterminer quelle est l'opération conduite par votre partenaire et si cette opération est bien essentielle à votre projet, à vous-même. Donc, c'est important de garder les livrables qui sont fournis par ce prestataire pour bien montrer en quoi ils vont alimenter votre réflexion et ils vont vous permettre de bien conduire et d'avancer dans votre projet de recherche. Si vous faites appel à donc un prestataire extérieur, il y a 2 façons d'intégrer ces factures dans votre CIR.
Soit vous collaborez avec une structure publique, par exemple le CNRS, ça peut être des écoles qui délivrent le grade de master, donc des écoles d'ingénieurs, des universités, des grands laboratoires publics. Donc en fait, si vous avez une collaboration avec ce type de structure, vous pouvez reprendre la facture pour le double du montant dans le calcul. C'est pour vraiment encourager les collaborations privées-publiques que ce doublement a été mis en place. Et donc, si vous avez par exemple une facture de 100, vous bénéficiez de 60 de réduction via le CIR, puisque le taux de 30% est multiplié par 2. Si vous ne collaborez pas avec une structure publique, mais que votre société est une structure privée, votre prestataire, à ce moment-là, c'est intéressant qu'il bénéficie de l'agrément CIR, puisque vous pourrez du coup intégrer la facture de cet organisme dans votre calcul du CIR. Donc, par exemple, avec l'Alliance, on a préparé un dossier d'obtention d'agrément en 2021 pour que l'Alliance bénéficie de l'accréditation CIR, de l'agrément CIR, et qu'elle puisse faire bénéficier sur une partie de ses prestations de l'intégration dans le calcul du CIR. Il y a deux particularités que je tiens à pointer dans la sous-traitance de recherche. C'est que il ne faut pas nécessairement se fier au guide CIR dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt avec le cas des essais cliniques. En fait, dans ce guide, il est écrit qu'une opération sous-traitée doit impérativement être elle-même une opération de R&D. Or, c'est faux. En fait, contrairement à ce qui est écrit dans ce guide, tant qu'on peut démontrer que l'opération est essentielle au projet, donc ça peut être une analyse bactério, tant qu'on peut montrer que les résultats sont nécessaires pour atteindre l'objectif initial du projet, cette opération constitue bien une opération nécessaire, donc elle peut être valorisée dans le CIR. Ça, c'est donc une décision du Conseil d'État qui date de 2020, c'est tout récent. Et donc, il faut bien avoir ça en tête pour ne pas être restrictif dans le choix des prestations éligibles. Et il y a une deuxième remarque. Il existe un plafonnement des dépenses sous-traitées éligibles égal à 3 fois le total des autres dépenses valorisées dans le CIR. Ça veut dire, si on a un total de 100 de frais de personnel, ça veut dire qu'on ne pourra pas intégrer plus de 300 de factures dans une même déclaration. Ça, c'est pour garantir qu'il y a une certaine... il y a un niveau de contribution et du donneur d'ordre qui est suffisant pour qu'on puisse considérer que le projet de recherche soit vraiment piloté par l'entreprise donneur d'ordre. Parce que sinon, il suffirait de sous-traiter 100% de la recherche et puis après de faire sa propre déclaration. Mais on ne pourrait pas considérer que l'activité, elle est vraiment pilotée par l'entreprise qui déclare. Donc, il faut faire attention à ce plafond. Je vais maintenant vous décrire le process qu'on suit pour accompagner les entreprises dans le CIR. En fait, tout au long de l'année, on va conduire des entretiens techniques avec les différents intervenants pour récolter des éléments qui nous permettront de juger de l'éligibilité d'un projet. Des photos, des rapports, pour déterminer si on avait bien les incertitudes, la nouveauté, la créativité et voilà les critères dont on a parlé au préalable. Et ensuite, parallèlement, on doit déterminer le temps passé par chacun sur les projets retenus. L'idéal étant d'avoir des fichiers de suivi-temps qui sont complétés au jour le jour. Si ça n'est pas le cas, il est important d'établir les justificatifs associés au temps passé sur les projets. Voilà, il faut que les temps retenus pour les projets collent au temps qui a été réellement passé sur le projet. Donc, tout au long de l'année, les interviews nous permettent de déterminer quels projets sont retenus. Et donc, au terme de l'année, on va demander les éléments comptables au comptable
des entreprises pour ensuite pouvoir établir le chiffrage. Le chiffrage, c'est donc le petit calcul, la somme des dépenses de personnel, d'amortissement, tout ça. Et donc, le CIR, c'est bien une annexe de la liasse fiscale. Donc, on va vous produire le document qui permettra de déposer avec la liasse la déclaration crédit impôt recherche. Et ensuite, en parallèle, ou alors juste après, on vient faire la rédaction du dossier. Ça va être la justification des projets et de chaque dépense qui sont intégrés dans le calcul du CIR. Ce dossier, si jamais l'administration fait une demande, par exemple parce que c'est la première fois que vous déclarez du CIR, ou parce que votre montant a fortement évolué par rapport à l'année passée, il peut être demandé de manière anticipée. Donc, on vient le rédiger en priorité. En fait, chez 10 septembre, on rédige selon, selon les demandes qui peuvent être formulées par l'administration. Et donc, pour terminer, je vais vous parler brièvement de deux dispositifs qui accompagnent l'innovation et la R&D. Je pense qu'en santé, on se rapproche vraiment plus facilement du CIR, mais vous pouvez tout à fait prétendre également au C2I si vous êtes une PME. C'est les critères que j'ai donnés tout à l'heure, à savoir moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros au bilan. Le C2I, il a une limite de 400 000 euros de dépenses et son taux d'application, il est de 20%. Donc, ça veut dire qu'au maximum, pour une année civile, vous aurez 80 000 euros de C2I. La différence avec le CIR, c'est que le crédit d'impôt innovation, il y a une nécessité de performance supérieure et de mise sur le marché. Donc, il faut aboutir à quelque chose qui va être commercialisé et dont on pourra présenter des avantages tangibles par rapport à ce qui est existant sur un marché. La différence avec le CIR, c'est qu'il n'y a pas de nécessité de complexité technique. Tout ce qui va être incertitude, processus de R&D, ça n'est pas nécessaire. Ça peut aller très vite de concevoir un projet éligible au C2I, alors que dans le CIR, il y a vraiment plus de nécessité de présenter des incertitudes ou des points bloquants et pas d'obligation de résultat. Dans le C2I, il y a une obligation de résultat. Les dépenses concernées sont quasiment les mêmes que pour le CIR et donc c'est tout ce qui va concerner la conception de prototypes ou de nouveaux produits et l'installation pilote de nouveaux produits. La différence avec le CIR, je pourrais vous l'expliquer juste après, il y a un petit peu moins de dépenses qui rentrent dedans, dans le calcul, et donc le taux est de 20%, donc il est un petit peu moins intéressant que le CIR. Un autre statut intéressant pour les entreprises, c'est celui de JEI, le statut de jeune entreprise innovante. Le nom est trompeur puisque, contrairement à ce qu'on pourrait logiquement penser, ça n'a rien à voir avec le crédit d'impôt innovation, mais c'est tout à fait lié au crédit d'impôt recherche. Donc, il y a 5 critères auxquels il faut répondre pour avoir ce statut. Je vous les ai listés. Donc, il faut être une entreprise réellement nouvelle. Ça veut dire ne pas être la succursale d'une autre entreprise qui faisait la même chose. Être indépendante, ça veut dire avoir au moins 50% de son capital détenu par des personnes physiques et avoir 15% des charges qui sont consacrées à la recherche. Ça veut dire d'après le calcul des dépenses du CIR. Donc, vous vous souvenez du schéma avec les carrés jaunes. En définitive, il faut qu'avant d'appliquer la déduction des aides et le ratio de 30%, il faut que cette somme de dépenses constitue 15% des charges totales d'une entreprise. Si votre société répond à tous ces critères, pendant les 8 premières années de sa vie, elle va avoir quelques avantages évidents. Par exemple, les 2 premières années où elle aura un impôt, eh ben, il sera annulé. Pendant tout le temps où on répondra à ces 5 critères, les cotisations patronales des salariés qui passent plus de 50% de leur temps en recherche
seront largement réduites. Il y a plein de cotisations qui sont exonérées, donc ça fait vraiment des économies conséquentes pour les entreprises. Le statut de jeune entreprise innovante, soit on l'applique directement avec le risque que l'administration vienne demander comment est-ce qu'on a déterminé qu'on répondait à ces 5 critères. Mais sinon, on peut faire un rescrit JEI. Donc ça, c'est un travail que je fais régulièrement. Et donc le rescrit, il est déposé auprès de l'administration pour demander si on nous accorde le statut de JEI. C'est un petit peu plus sécurisé que de l'appliquer directement. Au moins, une fois qu'on l'a obtenu, on a ensuite une preuve tangible que le dossier a été analysé et qu'on peut donc prétendre à ce statut. Donc, il est valable pendant 8 ans, mais en fait, très généralement, si l'entreprise se lance et qu'elle marche bien, en fait, la moyenne est de 5 ans. On peut bénéficier du statut en général pendant 5 ans, puisqu'au bout d'un moment, on a moins de ressources consacrées à la recherche. Je vous ai présenté ici pour finir le mode de calcul du C2I. Comme je disais tout à l'heure, c'est très proche du CIR, mais on n'a pas les dépenses de veille et les dépenses de normalisation. Donc, le calcul se fait un petit peu plus vite. On a toujours les dépenses de personnel. Je l'ai laissé technique, mais il y a une souplesse un petit peu plus importante dans la valorisation du personnel pour le crédit d'impôt innovation, parce que pour la conception d'un produit, on peut faire appel à des personnes, par exemple, plutôt en design ou en marketing, qu'on ne rencontrerait pas nécessairement dans des projets de recherche. Et donc, on a également les frais de fonctionnement, la propriété intellectuelle et la sous-traitance, en sachant que cette fois-ci, il ne faut pas être agréé CIR, mais logiquement, crédit d'impôt innovation. Et donc, le taux de 20% est un petit peu réduit par rapport au CIR où il était de 30%. Et oui, c'est déjà la fin. Et voilà, donc j'espère que c'était clair comme présentation et que vous en savez plus dorénavant sur le dispositif.